bonjour à tous, à toutes et à chacun. Nous allons accueillir dans quelques minutes Claudia Sénic. Alors, Claudia Sénic, c'est une tête, comme on dit, hein, normalienne, agrégée, docteur en économie, professeur à la Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. Claudia Sénic travaille depuis quelques années sur un sujet qui n'est pas vraiment académique et que l'on peut résumer de la sorte. Oui, la croissance harmonise le bonheur pour tous, le bonheur de tous. Autrement dit, la croissance rend-elle les gens plus heureux? Alors, vous l'avez compris, hein, la question est naturellement hautement polémique au moment où justement la France est enlisée déjà depuis un petit moment dans une forme de stagnation, voire de récession. Pour la première fois, avec Claudia Sénic, nous avons une économiste d'envergure qui, en quelque sorte, décrypte les ressorts de la croissance sous le prisme du bien-être, du bonheur, hein, notion à la fois subjective et tout à fait insaisissable. Et Claudia Sénic s'est penchée, elle, de façon tout à fait scientifique, sur les origines du pessimisme français que l'on mesure au travers de quantité d'enquêtes d'opinion. Ainsi, et à rebours en quelque sorte des théories décroissantes, Claudia Sénic affirme que le bien-être est aussi affaire de développement économique, une thèse qu'elle défend avec des chiffres et des enquêtes tout à fait économiques. Merci de l'accueillir. Claudia Sénic, comment une économiste comme vous, très académique au départ, se retrouve-t-elle finalement à travailler sur la mélancolie française? Sur la mélancolie française, en fait, par hasard, parce que je travaillais depuis plus de 10 ans sur ces données dont on va parler, c'est-à-dire les déclarations que font les gens concernant leur propre bonheur, leur propre ressenti. Et quand on utilise des enquêtes internationales, on se rend compte, dans toutes les enquêtes, qu'il y a quelque chose de spécifique à la France, c'est que le seul fait d'être en France, même en comparant des gens qui ont des conditions de vie vraiment tout à fait similaires, le seul fait d'être en France, eh bien, correspond à un niveau de bonheur déclaré plus faible. Donc, ça veut dire que les Français se complairaient depuis quelques années dans une sorte de pessimisme, dans une sorte d'esprit un peu malheureux? Il y a quelque chose comme ça, en fait. Donc je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose en France d'objectivement moins bien qu'ailleurs. On n'a vraiment pas l'impression que ça soit le cas. L'école est gratuite, la santé est pour tous gratuite, le patrimoine culturel, architectural, les conditions de vie, douce France. Enfin, c'est pas du tout intuitif. On comprend vraiment pas pourquoi les Français se disent plus malheureux que d'autres. Et néanmoins, quand on fait ces études, on se rend compte que, par exemple, si les Belges vivaient notre vie, ils seraient déjà un cran plus heureux sur l'échelle du bonheur. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, comment on mesure ce bonheur? Parce qu'on n'a pas expliqué là jusqu'à maintenant. Il s'agit simplement de poser aux gens... il y a des grandes enquêtes nationales et internationales qui suivent des dizaines de milliers de gens tous les ans dans tous les pays du monde. Différents organismes statistiques font ça. Donc ils mesurent les conditions de vie des gens, leur niveau d'éducation, leur emploi, leur statut marital, est-ce qu'ils sont au chômage ou pas, quelle profession, etc. Plein de choses objectives, mais aussi posent aux gens des questions subjectives. La question, c'est, si je vous réfléchissez à votre vie, dans l'ensemble, à quel point est-ce que vous êtes heureux? Et mettez-vous une note, vous-même, de 0 à 10. 0, très malheureux. 10, parfaitement heureux. Quelle note vous mettez? On peut aussi formuler différemment. On peut dire à quel point vous êtes satisfait de votre vie. 0, totalement insatisfait. 10, parfaitement satisfait. À quel point êtes-vous satisfait de votre vie? On peut aussi préciser, on peut dire, si l'échelle représente l'ensemble des possibles, des vies possibles, 0, la pire vie possible aujourd'hui, et 10, la meilleure vie possible, où en êtes-vous? Et donc, en fait, je finis juste pour expliquer, le job des économistes ou des sciences sociales, c'est de mettre en relation la note que les gens s'attribuent à eux-mêmes et les conditions de leur vie que l'on mesure par ailleurs pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait le fondement du bonheur ressenti par les gens et surtout pour nous, est-ce qu'on a des leviers en tant qu'économistes? Alors, c'est ce que vous appelez l'IDH. C'est ça? C'est l'indice de développement humain, c'est ça? Non, l'IDH, ça part du même questionnement, effectivement. L'IDH, donc, ça part de ce même questionnement qui préside à cette recherche, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on veut mesurer le bonheur des gens, finalement? Parce qu'on a d'autres mesures. Traditionnellement, on mesure le revenu par tête, le PIB. Chaque année, on mesure le PIB, c'est-à-dire le flux de richesse qui est créé au cours de l'année.
Et normalement, on pense que ça approxime pas mal le bien-être des gens, parce que le PIB, c'est quoi? C'est la somme des choses que les gens ont bien voulu acheter. Donc ça doit sûrement leur plaire, ça doit sûrement correspondre pas mal à leur bien-être, à leur bonheur. Bon, mais depuis un certain temps, on se dit, bon, le PIB, c'est bien, mais ça ne mesure pas tout. Il faudrait peut-être compléter, parce qu'il y a d'autres choses qui comptent. Et donc, les Nations Unies, par exemple, ont développé depuis maintenant plus de 20 ans un autre indice qui s'appelle l'indice du développement humain, et qui prend en compte non seulement le revenu par tête, le PIB par tête, mais aussi l'espérance de vie et le niveau d'éducation. On fait une moyenne avec ces trois éléments, et ça permet d'obtenir un classement des différents pays qui est un petit peu différent de celui qu'on obtient avec le revenu par tête. Par exemple, les États-Unis, qui sont tout en haut en termes de revenu par tête, sont un peu moins bien classés en termes d'IDH. Ça veut dire que la question se pose également dans d'autres pays. Il n'y a pas qu'en France où on est sensible à ça. Alors nous, ce qu'on fait dans cette économie du bonheur, ça consiste à... C'est pas l'IDH, parce que l'IDH, c'est encore des mesures objectives. C'est encore quelqu'un qui décide que ce qui rend les gens heureux, c'est le revenu, l'éducation et la santé, ce qui n'est pas absurde. Parce qu'en fait, le revenu, c'est qu'est-ce que je peux faire. L'espérance de vie, c'est pendant combien de temps. Et l'éducation, c'est avec quelle sagesse. Donc c'est pas absurde comme mesure. Mais nous, ce qu'on voudrait faire avec l'économie du bonheur subjectif, c'est d'aller plus loin et de ne plus avoir à décider pour les gens ce qui les rend heureux, mais de leur poser à eux-mêmes la question de savoir s'ils sont heureux, et après d'essayer de comprendre. Donc ce que vous voulez dire là, c'est que finalement le bonheur peut devenir un nouvel indicateur économique fiable qui pourrait être finalement aussi fiable, qui dessinerait un peu l'avenir du pays. Ou j'exagère? Vous exagérez. Bon. Okay. Je pense qu'on a appris plein de choses. Enfin, moi, ça fait 14 ans que je travaille dans ce domaine. Donc, on a appris plein de choses à l'aide de ces informations sur le subjectif, la manière dont les gens ressentent leur vie. On a appris plein de choses sur le revenu, sur les inégalités, sur les comparaisons, sur la croissance, on va en parler. Mais moi, ma position, c'est que c'est mieux d'en rester à un stade assez analytique et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui, dans les institutions, dans la structure sociale, rend les gens heureux, plutôt que d'essayer de mesurer une moyenne et de dire là, ça monte, là, ça descend. Parce qu'il y a quand même quelques choses trappes dans ces données qui font qu'on ne peut pas non plus prendre le bonheur moyen déclaré par les gens comme si c'était des volts ou des ampères. C'est quand même pas une mesure objective comme ça. Donc, oui, parce qu'il y a quand même, n'y a-t-il pas finalement une contradiction d'expliquer le bonheur par les chiffres et par des courbes? Alors, une contradiction. C'est paradoxal, c'est-à-dire que ce que font les économistes normalement, jusqu'aux années 90, disons, la méthode des économistes, c'est de se dire, les gens sont rationnels. Ça veut dire quoi rationnel pour un économiste? Ça veut dire, je sais ce que je veux et je vais mettre tout en œuvre pour l'atteindre de manière efficace. Donc, puisque les gens sont rationnels et ils poursuivent leurs objectifs de manière efficace, pour savoir ce que pensent les gens, ce qu'ils veulent, il suffit de regarder ce qu'ils font. Pour savoir si les gens aiment les cornflakes, il suffit de regarder s'ils en achètent et comment varie la demande quand le prix varie. Ok, mais cette méthode qu'on appelle des préférences révélées, elle a des limites. Par exemple, on ne peut pas aller acheter plus ou moins d'inégalités. On ne peut pas aller acheter plus ou moins de pollution, plus ou moins de gouvernance, qualité de la gouvernance, etc. Donc, cette méthode qui consiste à dire toutes les choses qu'on ne peut pas mesurer, qui ne font pas l'objet de transactions, on va aller demander aux gens eux-mêmes. On va essayer de passer par le subjectif, par le déclaratif pour le connaître. C'est vrai que c'est une méthode qui au début était iconoclaste, qui a eu beaucoup de mal à s'imposer au début. Mais en fait, depuis que ces questions ont été introduites dans les enquêtes, on s'est rendu compte qu'en fait, elles étaient assez fiables, qu'elles collaient beaucoup à la structure sociale, qu'elles étaient très révélatrices, un peu comme une sorte de produit révélateur de la société. Et maintenant, si on regarde le nombre de publications, le nombre de citations qui parlent de ces mesures subjectives, ça a vraiment complètement décollé. Donc c'est devenu, en fait, je pense que l'économie du bonheur est devenue maintenant mainstream. C'est devenu, ça fait partie maintenant de l'orthodoxie économique. Oui, c'est devenu un sujet académique. C'est devenu un sujet académique. Mais dans la croissance telle que vous la définissez, est-ce que vous voyez également d'autres sources de satisfaction? Alors, dans la croissance, qu'est-ce qui rend les gens heureux ou pas? En fait, vous prenez le sujet par la fin parce que toute cette littérature sur le bonheur subjectif est née d'un questionnement sur la croissance et même d'une remise en cause. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des économistes ou des sociologues ou des politologues ou des psychologues, parce qu'en fait, toutes ces sciences sociales se rejoignent dans ce domaine, la plupart des chercheurs... C'est plus de l'économie pure au strict sens. Ça reste de l'économie quand on fait de l'économie parce qu'on part de l'axiomatique économique et on cherche à l'étendre. Mais tous les chercheurs qui travaillent dans ce domaine, enfin tous, la plupart, ont commencé à s'intéresser à ces questions subjectives pour reposer la question de savoir si la manière dont on vit
ici, dans nos sociétés modernes qui sont orientées vers la croissance, est une bonne manière de vivre. C'est-à-dire, est-ce que ça sert à quelque chose, tous ces efforts, tout ce travail, toute cette création de richesse, est-ce que vraiment ça rend les gens heureux ou pas? C'est ça, la motivation de ce domaine de recherche, c'est ça. Et le premier qui a commencé à poser cette question, c'est un économiste qui est aussi démographe, qui s'appelle Richard Easterlin, et qui travaille en Californie. Il a tout simplement pris les statistiques américaines, il a regardé la période qui s'étend de 1945 jusqu'à 70, son premier article c'était ça, et la mesure du bonheur déclaré par les Américains, et il a fait des moyennes, donc il regarde entre 45 et 75, disons, le revenu par tête a été multiplié par 3, donc la pente du revenu par tête, là je peux faire les courbes avec les mains, là, comme ça, et le bonheur moyen déclaré par les Américains, comme ça. Donc pas d'augmentation. Donc, alors, le bonheur moyen déclaré par les Américains, en fait, la courbe, ça monte et ça descend en fonction du cycle économique. Mais c'est vrai que si on prend deux points assez distants dans le temps, 30 ans de distance, aux États-Unis, pendant cette période-là, on n'a pas eu d'augmentation du bonheur moyen déclaré par les Américains. Et c'est quelque chose qu'on observe, c'est vrai, dans pas mal de pays. Alors, pourtant, il y a eu de la croissance. Et pourtant, la croissance a été forte, puisque le revenu par tête, le pouvoir d'achat par habitant, a été multiplié par 3. Donc, Easterlin en conclut, finalement, la croissance, ça ne sert à rien. Et il écrit son article, il appelle ça « Est-ce que augmenter le revenu de tous permettra d'augmenter le bonheur de tous ?» C'est une question ironique. On comprend très bien que la réponse qu'il donne, c'est non. Et donc ça ouvre le champ de recherche pour essayer de comprendre, premièrement, est-ce que c'est vrai, ce qu'on appelait le paradoxe d'Easterlin, est-ce que c'est vraiment robuste, est-ce que vraiment il ne s'est pas trompé, hein, ses calculs, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à dire là-dessus? Et deuxièmement, si c'est vrai, pourquoi? Et troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Si la croissance ne rend pas les gens heureux, peut-être il faut arrêter, s'occuper plus de sa famille, de ses amis, aller à la pêche, faire autre chose. Idéalement, alors, d'après vous, quel type de croissance Attendez, parce que moi, j'ai pas dit que j'étais d'accord avec Easterlin. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un type de croissance qui rendrait la population plus heureuse? Non, mais moi personnellement, ma position, c'est que l'histoire ne s'arrête pas avec Easterlin. D'abord, il y a une controverse très vive entre lui et d'autres auteurs américains qui ont fait les calculs de manière un peu plus subtile que juste regarder des moyennes, en partant de l'idée que, quand même, quand on demande aux gens de se situer sur une échelle de 0 à 10, en 1945, le 0, le 1, le 2, le 10, ça veut dire quelque chose, ils l'interprètent. Quand on repose la même question en 1975 ou en 2014, le 0, les échelons sont interprétés de manière différente. Donc, même si la moyenne reste à 7, il y a quand même un effet de contexte, il y a un effet de réinterprétation, et il faut en tenir compte, et on peut en tenir compte, de point de vue de manière technique. Donc, il y a une controverse autour de ça. Et donc, moi, je pense que le paradoxe d'Easterlin, ça a été très utile parce que ça a lancé ce domaine de recherche. Mais néanmoins, je ne pense pas que c'est le dernier mot. Moi, personnellement, je pense que la croissance a des bienfaits. Alors voilà, je vous réponds. Quels bienfaits? D'une part, la croissance en tant que telle, c'est d'abord la croissance en tant que telle, c'est plus de revenus, plus de consommation, donc plus de liberté de choix. Bon, ça, c'est évident. Ensuite, la croissance, c'est l'idée qu'on va vers le mieux. Or, dans ce domaine de recherche, on a observé très souvent que c'est comme si les gens avaient un goût presque naturel pour la progression dans le temps. Par exemple, si vous pensez au profil de salaire, est-ce que les gens aiment bien commencer leur carrière avec un certain niveau de salaire et puis ensuite que ça fluctue et puis que ça baisse? Non. En fait, le profil de salaire que les gens aiment, c'est entrer à un certain niveau et puis si jamais ils restent dans l'entreprise ou s'ils changent, que ça monte. Or, ça... c'est tout à fait intuitif, ça nous paraît tout à fait normal, mais quand on y réfléchit de manière économique, c'est pas rationnel. Parce que si je vous propose de vous donner, est-ce que vous voulez que je vous donne 1 million tout de suite, ou 1 million, mais par petite étape, de manière croissante? Vous allez me dire, tout de suite, comme ça vous faites ce que vous voulez, éventuellement vous le placez à la banque ou en bourse, etc. Donc ce qui serait rationnel, c'est d'avoir le maximum d'argent dans le présent et puis de le répartir comme on veut. Mais non, les gens aiment avoir un profil de salaire croissant. Et c'est vrai, pas seulement pour le salaire, mais pour plein de choses. Il y a une espèce de goût pour la progression, qui est peut-être lié au rapport à l'avenir. On est peut-être un peu inquiet, l'avenir est incertain, on a envie de se dire que ça ira mieux plutôt que moins bien. Après, de manière un peu moins abstraite, la croissance, c'est la promesse qu'il y aura des choses nouvelles, plus de possibilités, plus d'opportunités. Ce que vous définissez là, c'est en quelque sorte une croissance régulière. Le projet, le fait d'avoir... Quand il y a de la croissance, ça veut dire que les projets peuvent plus facilement se réaliser, qu'on peut les mener à bien. Et la croissance est portée par les projets. Donc c'est cette notion d'anticipation, l'anticipation de l'avenir, le fait de se projeter, c'est vraiment un élément très important, une composante très importante du bonheur. Et donc c'est pour ça que ça, c'est un bienfait de la croissance.
Alors justement, est-ce que la décroissance, elle, est à l'inverse du bonheur ou elle peut malgré tout susciter un peu de bonheur? J'ai envie de dire, s'il y a des gens qui ont envie de vivre d'une certaine manière, il y a des gens qui ont adopté comme mode de vie ce qui s'appelle la simplicité volontaire, c'est-à-dire restreindre au strict minimum la consommation marchande, produire eux-mêmes tout ce qu'ils consomment, etc. Si ça les rend heureux, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. C'est une démarche individuelle où des gens peuvent s'organiser pour vivre localement comme ça. Après, en tant que projet de société, dans ce domaine de recherche dans lequel je travaille, il n'y a aucun argument qui va dans ce sens-là. Vous balayez les avis d'économistes qui ne partagent pas votre avis. Oui, disons que moi, les enseignements de l'économie du bonheur sur lesquels je travaille, c'est-à-dire les enseignements de ces informations sur ce que déclarent les gens, ne permettent pas de penser que la décroissance peut rendre les gens heureux. Pourquoi ? Parce que dans ce domaine de recherche, on a mis en évidence deux phénomènes très importants qui expliqueraient le paradoxe d'Easterlin. Pourquoi est-ce que quand le revenu de tous augmente, les gens ne sont pas plus heureux, d'après Easterlin? Deux explications. La première, c'est que tout est relatif. Donc, ce qui compte pour moi, ce n'est pas mon revenu, mais c'est l'écart entre mon revenu et celui de mon voisin, mon collègue, etc., mon beau-frère, ma belle-sœur, ma sœur. Donc, si tout est relatif, si la satisfaction ne vient que de l'écart entre ce que j'ai et ce qu'ont les autres, on voit bien que ça ne sert à rien que le revenu de tout le monde augmente parce que les écarts vont rester, il y aura toujours des écarts. Même si les écarts changent, il y en aura toujours. Okay ? La deuxième explication d'Easterlin, c'est qu'on s'habitue à tout, on s'adapte. Il y a un phénomène d'adaptation. Donc on travaille pour accroître son niveau de vie. On le fait. Au début, on est content, on vit mieux, on peut se permettre des choses nouvelles. Et puis, au bout d'un moment, on s'y habitue. Et l'objectif auquel on aspire maintenant a changé. Il a augmenté lui aussi. Autrement dit, les aspirations augmentent quasiment au même rythme que les réalisations. Et donc, encore une fois, si la satisfaction vient de l'écart entre ce que j'ai et ce à quoi j'aspire, cet écart, il reste constant. Alors, maintenant, ces deux phénomènes, la comparaison et l'adaptation, ces deux phénomènes, on voit bien que c'est en rien des arguments en faveur de la décroissance. Parce que si certains pays entreprennent de décroître, eh bien, par exemple, le niveau de vie de la population va être réduit par rapport à celui d'autres pays, et le phénomène des comparaisons va les rendre plutôt malheureux. Si des pays entreprennent de décroître et que les habitants se sont habitués à adapter à un certain niveau de vie, à un certain style de vie, évidemment, ils vont souffrir de revenir en arrière. Donc, en tout cas, dans mon domaine de recherche, il n'y a pas d'argument en faveur de la décroissance. Il y en a peut-être dans d'autres domaines de la vie, ou de l'économie, ou de la philosophie, je ne sais pas, mais moi, je ne vois rien qui plaide dans ce sens. Pourtant, vous disiez tout à l'heure que malgré la croissance, un certain nombre de populations, et notamment les Américains, ne se sentaient pas plus heureux. Donc, le paradoxe d'Easterlin concerne l'évolution dans le temps sur le long terme. C'est-à-dire que le fait que, quand on prend des dates très éloignées dans le temps, 1945-2014, on ne voit pas de variation très nette du bonheur moyen. Mais le paradoxe d'Easterlin est un paradoxe parce qu'il contredit d'autres faits. Par exemple, si on prend une photo du pays, si on fait une enquête auprès de la population, à un moment donné du temps, on demande aux gens s'ils sont heureux et on mesure leurs revenus, eh bien, on voit toujours et partout, et ça, Easterlin le reconnaît lui-même, que les gens les plus riches se déclarent plus heureux que les gens les plus pauvres. Il y a une relation croissante comme ça. Ça paraît un peu évident, voilà, c'est du bon sens. Ça paraît du bon sens. Et de même entre pays. C'est-à-dire que les habitants des pays riches se déclarent plus heureux que les habitants des pays pauvres. Donc, on peut pas dire que les pays les plus riches ne sont pas plus heureux que les pays les plus pauvres. Non, les pays riches connaissent un niveau de bonheur plus élevé que les habitants des pays pauvres. En France, a-t-on été plus heureux durant les 30 Glorieuses? Et si oui, elles n'ont pas donné finalement une éducation au bonheur, puisque aujourd'hui, visiblement, collectivement, les Français ne se sentent pas particulièrement heureux, alors qu'ils le disent l'être plutôt individuellement. Alors ces 30 Glorieuses, elles n'ont pas servi à grand-chose. Je pense que d'une part, les données vraiment internationales qu'on peut comparer, les données européennes dans lesquelles on peut comparer la France et les autres pays, commencent vraiment en 1970. Donc on a du mal à mesurer la France avant. Il y a des enquêtes, mais des enquêtes avec beaucoup moins d'individus et vraiment que en France. Mais je pense que les 30 Glorieuses correspondaient peut-être à un niveau de bonheur plus élevé, justement parce que c'était une période de croissance forte qui permettait plein de choses dont je vais parler.
Et que peut-être le moindre bonheur français date du premier choc pétrolier où tout à coup il aurait fallu, enfin, on subit un choc, la productivité est moindre, il aurait fallu s'ajuster. On n'a jamais vraiment pris de mesures, le chômage a commencé à augmenter, il n'a jamais diminué depuis. Et en fait, quand on regarde la croissance économique française depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, elle a été positive, il n'y a jamais eu de... Mais par rapport aux autres pays, la croissance du revenu par tête en France a été moindre. Par rapport à l'Angleterre, par rapport à la Belgique, par rapport aux Pays-Bas, par rapport à l'Allemagne, le revenu par tête a cru dans une moindre mesure en France. Et si on sait que les comparaisons comptent, ça veut dire que les Français ont le sentiment d'une sorte de perte de vitesse par rapport aux autres pays européens, pour comparer ce qui est comparable, sans parler des États-Unis, et puis sans parler des pays émergents comme la Chine et l'Inde, etc. Donc, je pense que les 30 Glorieuses étaient une période dans laquelle les gens étaient assez heureux. Il y a un bouquin de Rémi Pavine qui s'appelle « Histoire du bonheur en France », dans lequel il montre des statistiques tirées d'enquêtes locales, enfin, d'enquêtes françaises, où on voit que le bonheur a augmenté pendant cette période. Et ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on se projette sur les 15, 20, 30 ans à venir, où on a le sentiment que la croissance dans nos pays, et tout particulièrement en France, ne sera pas très importante, ne connaîtra pas des pics notables, est-ce que ça veut dire que finalement, il faut renoncer à être plus heureux? Oui, non, il ne faut pas annoncer être plus heureux. Bon. Mais moi, je ne crois pas qu'on ne connaîtra pas de croissance notable. En ce moment, on subit le contre-coup de la crise des subprimes qui s'est transformée en crise de la dette publique. Donc, on est dans une phase de croissance très faible. Peut recommencer à progresser. On sait bien que la croissance, ça vient toujours par grappe d'innovation. C'est-à-dire qu'il y a une innovation majeure et après ça entraîne plein de découvertes et plein de développements et c'est ça la croissance. Donc on a eu la première révolution industrielle, la deuxième, on a eu les technologies de l'information et de la communication et maintenant il va y avoir toute une diffusion de nouvelles techniques. On n'a pas encore fini de développer toutes les conséquences de cette révolution des technologies de l'information et notamment dans le domaine de la médecine. Dans le domaine de l'éducation, enfin, il y a plein d'exploitations de ces techniques. Et puis même si ce n'était pas ça, de toute façon, il y aura sûrement d'autres inventions et on connaîtra sûrement une nouvelle grappe d'innovation et d'invention. On a toujours envie de croire qu'on a atteint la fin de l'histoire, mais non, c'est jamais la fin de l'histoire. Vous pensez qu'il y aura des rebonds de croissance? Il y aura des rebonds de croissance, il y aura une nouvelle grappe d'innovation, il y aura des choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui et ça sera de la croissance si on permet à ces choses d'advenir. Donc, il ne faut pas se résigner. Ce matin, j'étais avec Ronnie Broman et Patrick Pelloux, et je leur posais justement la question, le bonheur est-il finalement lié à la croissance? Et Patrick Pelloux répondait, alors si on devait croire les économistes depuis 30 ans, on n'aurait pas beaucoup d'avenir. Que pensez-vous de la critique finalement formulée par un certain nombre d'intellectuels sur l'analyse économique qui se révèle finalement pas forcément exacte, au moins ces 10 dernières années? C'est normal que l'analyse économique ne se révèle pas forcément exacte, de même que la médecine ne se révèle pas forcément exacte, parce qu'on a affaire à des êtres humains, et que les choses ne se répètent jamais deux fois à l'identique, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Donc les gens ont une imagination très, très grande, donc il se passe des choses qui sont... les économistes essayent de comprendre et d'aider le monde à fonctionner de manière efficace et à aider la croissance, mais notamment dans le domaine financier, il y a eu des crises et il y aura toujours des crises parce que c'est un domaine dans lequel l'information est très opaque et donc des bulles et des crashs, il y en aura toujours. Ça ne veut pas dire que les économistes se trompent, ça veut simplement dire que c'est la nature de l'évolution sociale d'avoir des hauts et des bas et des changements. Parmi les chiffres et les courbes, est-ce qu'on peut imaginer, vous le dites dans votre bouquin, faut-il remplacer le produit intérieur brut, le fameux PIB, par le BNB, le bonheur national brut? C'est ce qu'a fait le Bhoutan. Il y a quelques années, le Bhoutan avait remplacé le Bhoutan, c'est ce petit pays, de l'Himalaya, c'est ça? Donc le Bhoutan, l'idée c'était que quand on mesure quelque chose, quand le gouvernement mesure le revenu par tête, le PIB, et publie les chiffres du PIB tous les trimestres ou tous les ans, ça devient un indicateur que tout le monde regarde et donc ça devient un objectif. Puisque tout le monde observe cet indicateur, la mesure du succès du gouvernement, c'est d'avoir réussi à faire augmenter cette mesure.
cet objectif. Donc le Bhoutan s'est dit, nous, on a un objectif qui est de conserver notre culture nationale, notre patrimoine, nos traditions, la qualité de vie locale. Donc on va mesurer autre chose que le revenu par tête, on va mesurer exactement ce qu'on veut maximiser, on va mesurer les objectifs. Et donc ils ont inventé un indicateur qui se décline dans plein de petits sous-indicateurs correspondant à ce que je viens de dire, et ils l'ont mesuré année après année. Est-ce qu'il faut faire ça? Non, je ne pense pas qu'il faut y remplacer le PIB par le BNB. D'abord parce que le PIB a plein d'avantages. Bon, lesquels? Alors, le PIB. La question avant que je vous le PIB, c'est quoi? Comme j'ai dit, c'est la valeur de la richesse sociale créée au cours d'une année. Donc c'est ce que les gens ont bien voulu consommer au cours d'une année. S'ils ont bien voulu dépenser leur argent pour ces choses, c'est que ça leur rapporte un certain bien-être. Et voilà. Alors, évidemment, le PIB ne mesure pas tout. Il ne mesure pas tout ce qui est production domestique, il ne mesure pas plein de choses. Enfin, par exemple, si je me promène dans la montagne à pied, je ne contribue pas au PIB, mais si je prends le télésiège ou ma voiture, je contribue, puisque je dépense soit l'abonnement, soit l'essence. Donc on voit bien que peut-être avoir plus de bonheur en vous promenant. Et on peut avoir plus de bonheur en se promenant à pied qu'en prenant le télésiège. Mais donc le PIB ne mesure pas parfaitement le bien-être. En même temps, est-ce qu'on veut forcément une mesure qui mesure parfaitement le bien-être? Ça n'a pas tellement de sens. Ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un d'omniscient qui sait exactement ce qui rend chacun d'entre nous heureux. En fait, ce qu'on veut, c'est pas ça. On veut une mesure qui suive l'évolution du bien-être de la population fidèlement. Pas forcément qui mesure exactement le niveau. Et le PIB mesure quand même pas mal, dans le court et dans le moyen terme, l'évolution du bien-être de la population. Par exemple, ces données subjectives dont je parle. Quand on demande aux gens est-ce que vous êtes heureux, et qu'on recueille ces statistiques pour des dizaines de milliers d'individus au cours du temps, mais on voit que les déclarations de bonheur ou de satisfaction des gens, en moyenne, suivent fidèlement la courbe de la conjoncture économique. En période de crise, les gens sont beaucoup plus heureux. En période de récession, ils le sont beaucoup moins. Donc, le PIB approxime quand même très bien, pas parfaitement, mais pas mal, le bien-être. Deuxièmement, le PIB, l'avantage, c'est que quand on mesure des euros. Donc, c'est une métrique, c'est-à-dire qu'on peut additionner, c'est une mesure qui est homogène. Si vous commencez à changer de mesure, si vous voulez mesurer la cohésion locale, le respect des traditions, le bien-être subjectif, etc., vous allez commencer à additionner, comme on dit toujours, des pommes et des oranges. Vous ne savez pas trop bien comment et quel poids mettre. À ce moment-là, celui qui construit l'indicateur, ça devient une espèce de il a trop de pouvoir. C'est une sorte de dictateur, même s'il est bienveillant. C'est lui qui décide quelle est l'importance relative des traditions locales, de l'espérance de vie, de l'égalité de femmes, de l'éducation, de je ne sais quoi. Donc c'est lui laisser trop de choix. Mais vous ne pensez pas qu'il y a une sorte de tyrannie économique, finalement, au bonheur? L'argent fait-il le bonheur? Mais bon, il y a bien d'autres choses qui font le bonheur. N'y a-t-il pas une sorte de tyrannie de l'économie sur la notion de bonheur? Bien sûr, il y a plein d'autres choses qui font le bonheur. Hein. L'économie, c'est la question à laquelle j'essaie de répondre finalement. Est-ce que l'économie permet de favoriser le moins du monde le bonheur? Moi, je pars plutôt de l'autre idée. On sait bien que dans le bonheur d'un individu, l'essentiel vient d'ailleurs, de son éducation, de sa manière de voir le monde, de se comporter, de l'environnement dans lequel il vit, des gens qu'il côtoie. Enfin, il y a plein d'autres choses. Peut-être de la génétique, j'en sais rien. Enfin, voilà. Après, la question, c'est est-ce qu'on a des manettes? Est-ce que nous, économistes, on a le moindre effet sur ce bonheur? Est-ce qu'on a les moyens de l'influencer, de l'accroître? C'est ça la question. Est-ce que la politique publique, est-ce que la politique économique peut servir à quelque chose? Parce que, in fine, si elle ne sert pas au bonheur, à quoi elle servirait? Et moi, ce que je vois dans ce domaine, c'est que la réponse est clairement oui. C'est qu'il y a des variables économiques qui ont vraiment un impact très fort sur le bonheur des gens, notamment l'emploi. Par exemple, le fait d'être au chômage, c'est quelque chose auquel on ne s'habitue jamais. Les gens qui tombent au chômage et qu'on suit pendant des années, tant qu'ils y sont, ils ne s'habituent pas. Contrairement à plein d'autres aspects de la vie auxquels on s'habitue. C'est-à-dire qu'au début, on est très heureux, puis après, on redescend à son niveau de base. Ou alors, on est très malheureux, et puis on revient sur son niveau habituel. Le chômage, c'est une situation, quand c'est involontaire, dans laquelle on reste durablement malheureux. Donc, la croissance, j'en ai parlé. Les institutions, par exemple, les institutions économiques ou même politiques ont une grande influence sur le bonheur des gens. Par exemple, il y a des études qui ont été menées en Suisse, puisqu'en Suisse, les cantons ont un degré d'autonomie locale différente. Oui. Le système de votation est différent. Il faut une majorité plus ou moins grande, un certain nombre de voix plus ou moins importantes pour pouvoir déclencher une votation.
Et on a pu mesurer que plus le degré de démocratie locale est important, plus les gens sont satisfaits de leur vie et heureux dans les cantons suisses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'utilité, le bien-être procédural. C'est-à-dire, c'est pas forcément ce qu'on fait ou combien, mais c'est comment. Ça compte aussi dans le travail. Par exemple, c'est pas forcément uniquement combien d'heures je travaille et pour quel salaire, mais c'est aussi comment les choses sont organisées. Est-ce que dans mon entreprise, la hiérarchie est très verticale, beaucoup d'échelons, ou au contraire, moins? Est-ce que la personne à qui je réponds, le N+1, est sympa avec moi et reconnaît ce que je fais ou pas? Comment est-ce que les salaires sont déterminés dans l'entreprise? Est-ce que j'ai des perspectives? Tout ça, c'est du procédural. Et ça se mesure uniquement, ça se mesure uniquement par le subjectif. On ne peut pas savoir si ça rend les gens heureux et satisfaits si on ne mesure pas avec ces données-là. Et c'est très important, et c'est de l'économie. En 1981, François Mitterrand avait créé un ministère du temps libre. C'était bien avant les 35 heures et les événements sociaux suivants. Est-ce qu'il serait pertinent d'accoler au ministère de l'économie et des finances en France un secrétariat d'État au bonheur? Et si oui, est-ce que vous accepteriez d'en prendre le ministère? Non, surtout pas. Je pense qu'il ne faut surtout pas faire ça parce que les êtres humains ne sont pas des molécules. Et donc, si on veut mesurer leur bonheur et si on veut décider que ça serait un objectif de politique publique, eh bien, ils vont immédiatement commencer à jouer avec et à le manipuler. Par exemple, si le gouvernement en place est est issu du parti auquel j'adhère, et que je sais qu'il va être noté sur le bonheur, je vais déclarer un niveau de bonheur élevé. Inversement, si j'ai envie de faire chuter le gouvernement, je vais déclarer un niveau de bonheur faible. Même, j'ai fait cette expérience avec mon fils de 5 ans. Il y a quelques temps, je lui ai demandé, pour jouer, parce que je lui racontais ce que je faisais, je lui ai demandé quelle était sa note de bonheur. Il m'a dit, mais si je te dis que j'ai une note élevée, je ne pourrais plus rien te demander, donc je suis à 5. Voilà, donc on voit bien que, de même... Réponse très pertinente. Voilà, hein. C'est le fils d'une économiste. Mais bon, non, donc c'est beaucoup trop manipulable. Et puis, ça fait trop penser, évidemment, à 1984, etc. Non. Donc moi, je suis plus partisane d'utiliser ces données pour apprendre des choses qui ensuite sont utiles à la politique publique, plutôt que pour en faire des indicateurs qui seront observés en tant que tels de manière assez brute et assez naïve. Alors, dans votre livre et puis dans les interviews que vous avez accordées, à un moment, vous vous demandez si le pessimisme français, pour ne pas parler du malheur français, ne serait pas dû finalement à notre langue. J'aimerais bien que vous en disiez un mot là-dessus, parce que est-ce que le français, aujourd'hui, en ce début de 21e siècle, nous rendrait-il plus malheureux que de pratiquer l'allemand, l'anglais ou le suédois? Oui, en fait, ce n'était pas vraiment une question que je me posais, moi. C'était simplement parce que, comme le moindre bonheur français qu'on mesure dans les données vient des enquêtes, ces enquêtes, elles sont posées aux gens dans leur langue maternelle. Donc, on pose cette question aux Français en français, on pose cette question aux Anglais en anglais, etc. Alors, on pourrait se dire, mais finalement... le fait que les Français se déclarent moins heureux, est-ce que ce n'est pas dû simplement à la manière dont on utilise ce mot dans la langue française? Est-ce que le mot bonheur en français, il n'a pas une connotation un peu niaise, un peu naïve, un peu stupide, un peu bienheureux les simples d'esprit, optimisme béat, imbécile heureux, etc. Donc il y a quelque chose de pas très attrayant peut-être dans ce mot. Donc ça serait dû à la langue. Et donc pour le savoir, j'ai utilisé des enquêtes qui étaient menées dans des pays multilinguistiques, la Belgique, la Suisse et le Canada. Et le Canada, par exemple, où les gens se disent plus heureux. Voilà, donc au Canada, il y a une communauté francophone, une communauté anglophone. Si c'était à cause de la langue, les francophones seraient moins heureux. Ce n'est pas le cas. En fait, dans la coupe transversale que j'ai utilisée, issue de l'enquête internationale World Value Survey, dans cette base de données, non, en fait, à condition de vie identique, hein, les francophones se disent plus heureux. En Suisse, il y a une communauté italianophone, francophone et germanophone. Les moins heureux, ce sont les italianophones. Ceux qui parlent français ou allemand sont au même niveau. En Belgique, c'est vrai que les francophones sont moins heureux, à condition de vie identique. Donc, ce n'est pas à cause de la langue. Bon, merci, heureusement de nous rassurer. Oui. La langue française, c'est quand même une des choses, éléments du patrimoine auquel on est le plus attaché. Ça aurait été décevant. L'heure avance, on va essayer de conclure à l'heure pour respecter le timing de ces magnifiques rencontres littéraires. Claudia Sénic, pour vous, quelle est personnellement la bonne équation du bonheur? Est-ce que vous l'avez trouvée en cherchant ce que vous avez fouillé dans le monde économique? Est-ce que vous avez trouvé une bonne équation? Personnellement ou du point de vue de la politique publique? Allez, les deux. Les deux. Bon, pour moi, personnellement, la bonne équation du bonheur, c'est
c'est d'être impliqué ou embarqué dans un projet, on pourrait s'arrêter là, moi je dirais, et qui en plus résonne avec sa vie intérieure. Et bon, ça c'est personnel. Et l'idée du projet est importante, et c'est pas n'importe quel projet. Il faut forcément que ça résonne avec sa vie intérieure. Aujourd'hui, il y a. Mais d'un point de vue de la politique publique, je pense que c'est pareil. Enfin, c'est de créer les institutions d'une société qui permettent aux gens d'envisager des projets, d'envisager une mobilité sociale ou géographique, qui permettent d'envisager que le monde est assez ouvert, hein, que les positions sont assez ouvertes et que les choses ne sont pas figées. Et que la place des autres, c'est pas quelque chose qui me frustre, c'est quelque chose qui me donne l'idée que je peux y aller moi aussi. Le repli sur soi est tout à fait le contraire de la bonne voie d'accession au bonheur. Le repli sur soi. Ah, le repli sur soi, je sais pas, ça dépend pour quoi faire. Après, chacun a sa propre équation du bonheur, mais en tout cas, du point de vue de la politique publique, je crois que si on peut faire quelque chose, un projet collectif, c'est de rendre le monde, au bonheur collectif. Non, voilà, c'est de rendre le monde plus propice à justement le projet, l'anticipation de l'avenir, le fait de rendre l'avenir plus attrayant, donner aux gens les moyens de l'envisager en ayant moins peur, d'y voir quelque chose à gagner plutôt qu'à perdre. Enfin, bien sûr, il y a toujours, mais je crois que c'est ça, c'est essayer de. Ces quelques heures passées à Pau, au pied des Pyrénées, peuvent-elles figurer dans vos petits instants de bonheur? Ben, moi, oui, parce que d'abord, c'est magnifique. Mais pourquoi, ici. En plus? Non, parce que là, pour un chercheur, c'est très agréable d'avoir l'impression, en tout cas, que ce qu'il fait intéresse plus que les quelques lecteurs des revues scientifiques spécialisées qui sont son public habituel. L'impression que ça peut être utile, que ça peut intéresser les gens, que ça peut donner des idées. L'impression de contribuer un peu au débat public, ou en tout cas à la diffusion des idées, puisque ici, on dit que les idées mènent le monde. Je crois que c'est vrai, c'est en partie vrai. Et donc, finalement, oui, c'est un peu... je pense que maintenant, les chercheurs sont sortis de leur tour d'ivoire aujourd'hui, en fait. Cette idée du chercheur qui travaille dans son coin avec... C'est une idée passéiste qui est complètement passéiste, en fait. Maintenant, peut-être grâce à l'information, aux technologies de l'information, maintenant, on a vraiment l'impression que si les gens ne sont pas au courant de ce qu'on fait et si on ne diffuse pas nos idées dans la société, c'est un échec.